heureuse d'être encore parmi vous, mesdames et messieurs, ce mercredi avec WebPress. WebPress, l'émission qui vous permet de décortiquer, de mieux comprendre l'actualité avec les hommes et les femmes des médias. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir 3 estimés confrères. Je suis avec Ambroise Mamba, voilà, qui est de retour avec nous. En tout cas, ces derniers temps, je vais... Heureusement, vous y êtes arrivé quand même. Voilà, donc je vais vraiment la voir pour qui reprenne un peu hein, ce contact avec vous, le public. Il est encore aujourd'hui pour parler de ces 2 grands sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Je suis avec une autre estimée consoeur que je respecte énormément, que nous appelons affectueusement Dada, Dagudul. Avec elle, nous allons décortiquer aussi ces 2 grands sujets d'actualité. Elle tient de maître son journal L'Objectif. Et nous allons terminer par Jean-Pierre Kayembe. Il n'est plus à présenter, il est actif dans les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble. Il est dans le groupe L'Avenir avec RTGA, bien sûr, le groupe RTGA. C'est plus important hein, que l'actif. Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler évidemment de ce qui fait l'actualité, cette notion de binationalité qui est aujourd'hui encore refait surface. À chaque fois, c'est comme un pavé dans la mare, à chaque fois, ça refait surface et puis ça se tasse, ça refait surface. Aujourd'hui, avec les confrères, nous allons essayer d'en parler en tout cas de long en large et évidemment de la formation de ce fameux gouvernement. En tout cas, beaucoup de propositions qui fusent pour la formation de ce gouvernement. Doit-on élaguer ceux qui ont participé au gouvernement Matata? Doit-on répondre les mêmes peut-être qui, selon une certaine opinion, ont échoué lamentablement? D'abord pour organiser les élections, ensuite pour le social du Congolais. Je commence par Ambroise Mamba, très heureuse d'être avec vous. Ambroise Mamba, la binationalité refait surface avec cette vérité entre guillemets qui dit que M. Sami Badibanga est belge. Alors, la population voudrait savoir que dit effectivement la loi congolaise par rapport à la nationalité. Bon, il est évident que la Constitution est claire sur la question de la nationalité. Elle est une et exclusive, la nationalité congolaise. Bien entendu, cette question a été débattue en 2007 à l'Assemblée nationale, alors que Vital Kamerhe était président de l'organe délibérant congolais. Bon, il y a eu quand même une motion qui a été présenté par José Makila, si je me rappelle. Il était encore au MLC. À l'époque, on avait même surnommé José Makila d'auteur des motions coupe-gorge. Alors, c'était une boîte à Pandore qu'avait ouverte à l'époque José Makila, mais un moratoire a été trouvé par toute la classe politique congolaise, les députés. Un moratoire de 3 mois. C'est sur un moratoire. Si nous nous rappelons bien, c'était 2-3 mois. Justement, le plus important, c'est qu'un moratoire a été trouvé. Et puis, c'était une boîte à Pandore. Boîte à Pandore, pourquoi? Parce que plusieurs personnalités politiques se retrouvent coincées dedans sur cette question des nationalités. Aujourd'hui, cette question refait surface par rapport à l'actuel Premier ministre Sami Badibanga, qui venait d'être nommé par le chef de l'État. Bon, je suis en train de réfléchir un peu par rapport à cette accusation. Moi, je considère ça comme une accusation, pas comme une vérité, mais comme une accusation d'abord. Pourquoi vous prenez ça comme une accusation? Parce que je réfléchis par rapport au contexte de la nomination du Premier ministre. Je trouve que cette nomination a fait beaucoup de jaloux. Et j'estime que ce sont peut-être ces jaloux qui remettent cette question sur scène. Et si vous comprenez bien, Sami Badibanga a été élu député national. Il a exercé son mandat de député pendant près de 5 ans actuellement. Nous sommes à la fin de la mandature. Et vous savez que pour être élu député, il faut d'abord avoir la nationalité congolaise. Et sur base de cette norme, je peux dire que Sami Badibanga est bien entendu congolais. Alors, un Congolais qui travaille comme député national pendant près de 5 ans, aujourd'hui on l'accuse parce qu'il est nommé Premier ministre, je me pose beaucoup de questions. Par rapport à ce moratoire. Mais le plus important, parce que la question de la double nationalité doit être examinée. Il faut l'examiner, c'est une question sérieuse. Vous avez relevé un fait, je reste un peu avec vous, vous avez parlé de la CENI. Est-ce que la faute ne revient pas à la CENI qui ne contrôle pas ceux qui viennent comme candidats à la députation? Puisqu'aujourd'hui, on nous dit que la nationalité congolaise est bradée, tout le monde peut se présenter avec sa carte d'électeur achetée au coin de la rue et se dire congolais. Est-ce que la faute ne revient pas à la CENI en amont? Oui, justement, peut-être la CENI de 2006. La CENI de feu Malou Malou, peut-être. La faute reviendrait à la CENI. Mais quant à la CENI de 2011, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la CENI de 2011 savait
il est temps d'examiner cette question. 6 mois seulement pour organiser les élections. Je pense que la CENI n'avait pas eu suffisamment de temps pour examiner les dossiers à fond des nationalités congolaises. Nous y revenons. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que il y a même les gens qui disent d'ailleurs, pourquoi vous vous acharnez contre Samy Badibanga? Il n'est pas le seul à détenir une autre nationalité ici en République démocratique du Congo. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est le 3/4 qui a ça, dans d'autres institutions. Alors pourquoi cet acharnement envers Samy Badibanga? Parce que nous vivons en fait une binationalité de fait. Daguidu. Bon, s'acharner contre lui, il n'y a que ses partisans qui peuvent le dire. Les dirigeants congolais ou un homme sensé ne peut pas dire qu'on s'acharne contre lui. Les faits sont là. Il faut répondre à la question, est-ce que les faits qui ont été mis sur la table sont faux? Non. Il y a eu un document qui a été mis sur la table disant que notre Premier ministre est belge. C'est le fait. Maintenant, toutes les discussions qui se font tout autour, ce sont des guerres des sous-mains. Ce sont les guerres des partis politiques, des politiciens qui n'ont rien à voir. On a dit qu'il est Premier ministre. Ce que nous pouvons attendre, c'est un document qui nous dise le contraire. Que soit il avait renoncé. Est-ce que l'a-t-il déjà fait? Ou il ne l'a pas fait. Et s'il l'a déjà fait, mais c'est très bien, c'est bon. Alors, s'il ne l'a pas encore fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que la loi qui est encore en vigueur, qui n'a pas été abrogée, malgré le moratoire, malgré l'accord global, malgré la CENI, la loi qui existe, malgré les concertations, la loi qui est en vigueur dit que il ne peut pas être congolais tout en détenant une autre nationalité. Une autre autorité de mon pays m'a dit que lors des concertations nationales, je crois que nous allons revenir là-bas, ils ont opté pour une recommandation de l'irrévocabilité de la recommandation d'origine. Voilà, c'est une recommandation. Une recommandation qui ne vient pas abroger la loi qui existe. La loi qui existe nous donne des dispositions pour qui est congolais. Qui ne l'est pas, comment devenir congolais et comment perdre sa nationalité et comment la récupérer. Là, nous sommes dans le cas d'un Congolais d'origine qui a perdu sa nationalité. Nous prenons un autre angle, Jean-Pierre Kayembe, ça fait toujours mal et on se pose la question si les services travaillent normalement, parce que c'est encore un autre pavé. On se rappelle du directeur de cabinet du chef de l'État, Béassi, on doit le dire, qui a été nommé ambassadeur en Belgique, qui a été proposé ambassadeur en Belgique, et on a dit que non, il est belge, donc la Belgique ne peut pas avoir son propre citoyen comme ambassadeur. Et on se pose la question, pourquoi ces faits ressortent toujours après? Est-ce que les services ne prennent pas le temps d'étudier à fond le dossier des candidats proposés pour éviter tout ça, pour qu'on nous dise qu'on a l'impression que les Congolais ne connaissent pas la loi, les Congolais, même les autorités congolaises, marchent sur leur propre loi? Non, écoutez madame, moi je crois qu'à un moment donné, il faut que l'on se déleste un peu de l'émotion pour être rationnel. Je suis avec attention ce débat qui fait même exploser la toile. Bon, je sens que c'est en politique et des coups bas, tout ça qui sont permis. Mais je voudrais, quelqu'un a dit ici qu'il y a un moratoire. Le moratoire qui existe date de 2004, si je ne me suis pas trompé. 2007. Non. La loi sur la nationalité qui avait été promulguée, datée de 2004. Et c'est cette loi qui accordait un moratoire de 3 mois. Le compromis trouvé en 2007, je crois que ça doit être en février, entre la classe politique et le président Vital Kamerhe, ne pouvait pas avoir la primauté sur la loi qui donnait déjà un moratoire très largement expiré. Mais aujourd'hui... Par rapport à 2004? Par rapport à 2004, oui. Donc le moratoire Kamerhe, en réalité, juridiquement parlant, il ne doit plus exister parce que Kamerhe ne peut pas prendre un moratoire président de l'Assemblée nationale, était-il, prendre un moratoire par rapport à une loi qui existait déjà. Mais en tout état des causes, le moratoire est caduc. On est face à un problème criant. Mais c'est ça, il faut des solutions. La question, comment les services ne parviennent-ils pas à déceler ces failles-là avant que cette nomination soit promulguée? Puisque c'est le travail des services aujourd'hui. Puisqu'on ne peut pas proposer au chef de l'État un candidat qui a des problèmes, je peux dire, des couacs
dans son parcours, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment m'exprimer, on a l'impression que c'est un faille. À chaque fois, ça sera comme ça. On propose et puis il y a des dossiers qui sortent. Pourquoi ne pas casser ces dossiers déjà avant que la nomination soit promulguée? Mais d'abord, ceux-là même qui se présentent aujourd'hui comme lanceurs d'alerte, ceux-là aujourd'hui qui s'érigent en bon donneur de leçons, on n'a pas une courte mémoire. On sait dans ce pays qui a fait quoi et quand. On sait que ceux-là ont occupé des postes juteux. Ils ont occupé pendant très longtemps de hautes responsabilités dans ce pays et leur propre nationalité est sujette à caution. Le problème aujourd'hui ne concerne pas que Badibanga, vous avez parlé des 3/4 des parlementaires. Bon, est-ce que les services de sécurité n'étaient pas renseignés par rapport au passé du candidat Badibanga? Je ne suis pas leur porte-parole, mais je crois qu'ici, qu'il faut veiller. Mais entre-temps, la question demeure. Alors, il y a deux solutions qui se présentent. Je suis toujours partisan, où je partage l'avis avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est une question totalement dépassée. La question est dépassée, et d'ailleurs, comme elle refait surface, l'occasion est là pour que les parlementaires se saisissent et trouvent comment régler la question. Je peux atterrir pour ceux qui pensent que ça va être un coup fatal pour Samy. Pas du tout. Non, c'est une épée pas dans du l'eau. tout épée dans l'eau. Tout ce qu'il fait, parce que pour l'instant, ce n'est qu'une supposition, une accusation encore qu'il faudrait en apporter des éléments. Samy devra nous dire s'il est belge ou pas. Mais dans tous les cas, s'il l'est, la déclaration de rénonciation ou de renoncement ne devra pas prendre beaucoup de temps. Et il va le faire. Je vous en prie, je pose la question. Est-ce que M. Samy Banga a-t-il le devoir de parler, d'expliciter sa nationalité, ou doit-il se taire, dire que c'est un coup de paix dans l'eau, ce sont des coups bas, des coups en dessous de la ceinture, ou est-ce que nous, journalistes, devons nous renseigner, aller à l'ambassade de Belgique pour avoir ces documents? Quel est le rôle du journaliste par rapport à... Est-ce qu'aujourd'hui, les sentiments, comme l'a dit Jean-Pierre Kayembe, ne jouent-ils pas aujourd'hui? Parce que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, on a l'impression, excusez-nous, mais nous sommes entre nous Congolais, qu'il y a une certaine communauté qui soutient cela et d'autres non. On a l'impression qu'une certaine communauté soutient Badibanga, bec et ongle, malgré les documents, malgré le fait qu'il soit belge. La question est tellement très importante, Paulette, que je risque de dire qu'on aurait eu peut-être presque la même ébullition, même bien avant la nomination de Samy Badibanga comme Premier ministre, bien avant, d'ailleurs avec toutes ces personnalités qui font l'objet de cette question de la double nationalité. On aurait eu la même ébullition, mais il ne faudra pas donner toute l'impression que parce que Samy Badibanga vient d'être nommé, que la question devient importante. Non, elle a été importante depuis très longtemps. Exactement. Très longtemps. J'aime la précision donnée par Jean-Pierre, parce qu'il parle des 3 mois selon la loi de 2004 et le moratoire de 2007, il me semble qu'il a eu une durée indéterminée. Une durée indéterminée. Pourquoi? Parce que depuis 2007, cette question n'a plus été débattue. Ça signifie que le moratoire court. Puisque le moratoire court, le chef de l'État a nommé un Premier ministre congolais parce qu'il a été élu député national. Et lorsqu'on en parle, on risque de laisser transparaître que le chef de l'État était distrait en nommant Samy Badibanga comme chef du gouvernement. Moi, je pense qu'il ne faudra pas donner cette impression. Là. Le chef de l'État a bien étudié les dossiers de Samy Badibanga. J'ai aimé, Dagudil a dit, peut-être qu'il a fait une déclaration de rénonciation à la nationalité belge. Avant sa nomination. Mais je crois qu'effectivement, Samy Badibanga a fait cette déclaration. Mais par rapport aussi au fait qu'il y a eu cette recommandation de concertation nationale, vous savez, il y a une chose, il y a un projet de loi qui peut précéder une loi, ou une loi peut précéder un projet. Cette recommandation de concertation nationale est venue pour qu'on fasse de la nationalité d'origine irrévocable. Et Samy Badibanga a sa nationalité d'origine, il est congolais. Il le restera. Il le restera congolais. Par rapport à cette recommandation de concertation nationale. Maintenant, le problème, il faut maintenant formaliser ça. C'est exactement le problème. Il faut le formaliser. C'est ça, ça se trouve pas dans la Constitution. C'est là où moi j'ai un problème avec tout ce qu'ils disent, ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que les faits doivent précéder la loi ou c'est la loi qui précède le fait? Là, nous sommes dans un cas où un monsieur qui n'a pas encore présenté, qui a des documents qui certifient. Parce que même si on dit que ce n'est qu'une présomption, mais ces documents-là peuvent être consultés aujourd'hui ou demain
au niveau de l'ambassade de Belgique. C'est un décret du roi belge qui est là, donc il ne peut pas mentir. Ce document est là, qui dit que M. Sami Badibanga est belge, a détenu depuis l'an 2002 la nationalité belge. Nous devons avoir un autre document qui nous dit que M. Badibanga a renoncé à cette nationalité. Vous parlez d'être qu'il soit député. Mais dans tous les pays, il y a un niveau où ceux qui ont perdu leur nationalité peuvent occuper des postes. Il peut être député. Ici, au Burkina Faso, il y a un Congolais d'origine qui est maintenant naturalisé américain, qui est ambassadeur. Est-ce que cet ambassadeur-là peut devenir demain secrétaire d'État américain? C'est pas encore le cas pour la RDC. Ça ne peut pas arriver. Attendez, messieurs, les faits sont là. On dit qu'on nous prouve le contraire. Tout le monde veut que M. Badibanga travaille. Tout le monde veut que le pays se développe, que nous allons plus loin. Mais nous ne devons pas marcher sur nos propres lois. Il n'y a rien, il n'y a aucun document aucune loi qui a abrogé cette disposition qui dit il y a au moins un moratoire. Le moratoire dont vous parlez, c'est un moratoire qui avait une durée déterminée. On a parlé d'un moratoire indéterminé. Si vous parlez d'un moratoire indéterminé, on aurait parlé d'un moratoire, tout simplement, point. Mais on a dit un moratoire de 3 mois. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Par rapport à 2004. Non, par rapport déjà à 2000. Il a bien dit. À 2004, c'était déjà 3 mois. Tombé. Alors, mais l'autre grain, il a pris en 2007. C'était déjà tombé. Donc, maintenant, il a été reconduit. Maintenant, vous ne voulez pas, nous sommes devant une faute. Et personne ne veut accepter la faute. On veut justifier la faute. Mais nous sommes devant une faute. Personne n'a pu dire au chef de l'État, on a donné la fiche de M. Badibanga là-bas. Il peut être député, vous pouvez le dire. C'est tout à fait normal. Il y a un niveau où on peut être même binationaux ou quoi, mais à un moment donné, on ne peut pas. Tout le monde prend l'exemple de sport. On vous parle de sport, mais allons dans les équipes nationales. Lorsque un naturalisé accepte de jouer dans l'équipe d'origine de son pays, l'équipe du pays d'adoption ne l'appelle plus. Pourquoi? Mais c'est un naturalisé. Il est déjà devenu citoyen de ces pays-là. Pourquoi on ne l'appelle plus dans son pays? Donc, il y a certaines choses qu'on doit se dire en se regardant en face. Il y a une faute. Tout le monde est pour qu'on puisse légiférer cette loi avec des garde-fous pour protéger les nationaux. Voilà, mais là, nous sommes devant une faute. La question que l'on se pose, c'est nous, en fait, pas nous, mais ceux qui ont gardé la nationalité congolaise. Il y a des Congolais qui se sentent lésés aujourd'hui. Ils disent que non, ceux qui ont la binationalité ont 2 avantages. Ils ont l'avantage de leur nationalité. Par exemple, on prend les Belges, ils ont les acquis de la nationalité belge et ils reviennent ici, ils ont encore les acquis de la nationalité congolaise. Et ceux qui n'ont que la nationalité congolaise se sentent défavorisés. Et ils ont peur qu'un jour... On prend l'exemple Jean-Pierre Kayembe du Libéria. Vous vous rappelez qu'au Libéria, il y a eu des esclaves qui sont revenus avec le mouvement de Marcus Garvey. Ils ont trouvé des nationaux au Libéria. Ils ont maté les nationaux et jusqu'à la rébellion de Samuel Doe, il n'y avait que les... Il y avait même un surnom par rapport à ça. Les nationaux se sont révoltés parce qu'ils se disent que c'est eux qui sont restés au Libéria. Ceux qui sont venus se sentaient plus supérieurs parce qu'ils parlaient mieux anglais, ils avaient étudié dans les universités. Ils ont fui là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, les nationaux qui ont gardé l'exclusivité de la nationalité congolaise, c'est la question aussi avec Ambroise, est-ce que se sont-ils menacés par rapport aux binationaux? C'est vous qui le dites, et ce débat, je n'ai entendu qu'ici. Moi, je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui créer la psychose dans l'opinion. Faire comprendre aux gens que leur fidélité à la nationalité congolaise est menacée. Absolument pas. Bien au contraire, nous avons besoin de ces compatriotes qui ont évolué à l'étranger, qui ont opté pour ces nationalités, pour des raisons bien connues. Pourquoi c'est caché? Ça semble être une honte. Parce qu'en France, par exemple, on sait que le Premier ministre français, j'ai oublié son nom si vous pouvez m'aider, est d'origine espagnole et il rentre même dans son village. Mais pourquoi chez nous, cette binationalité est cachée sous les poches? On a honte de dire que je suis français, on a honte de dire que je suis belge. C'est comme une injure aujourd'hui de dire à Sami Badibanga qu'il est belge. Non, pourquoi ça apparaît non, comme ici, chez nous, il y a d'abord la loi qui ne le permet pas. Ok. Dagudul a dit qu'on peut occuper d'autres fonctions. Notre constitution ne le permet pas.
on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, ni aux législatives, si on n'est pas congolais. Samy Badibanga est belge. Congolais, je précise d'abord, d'origine. Ok. Alors, l'irrévocabilité aussi. Le combat. C'est pas formel. Pas dans la loi. L'irrévocabilité n'est pas dans la loi. L'irrévocabilité n'est pas dans la loi. J'y arrive. Elle n'est pas dans la loi. Bon, cette incompatibilité que crée la nationalité étrangère, acquise pour des raisons évidentes que l'on connaît, raisons d'études, raisons d'insertion dans cette société où les étrangers ne sont généralement pas les bienvenus. Mais quand ces compatriotes, après avoir étudié, après avoir appris, parce qu'il est temps qu'ils reviennent au pays, la nation ne peut pas en aucune fois refuser, fermer la porte à ces compatriotes qui ont de quoi apporter. Mais qui n'ont plus la nationalité congolaise. Dans tous les cas. C'est pourquoi j'insiste. Qui n'ont plus Je la me nationalité dis, congolaise. aujourd'hui, moi je voudrais être... Ne soyons pas dans les sentiments. Non, la question est délicate. Je ne veux pas que l'on parle de ce fameux moratoire qui n'existe pas. Ça existe ce moratoire. Je sors d'un long entretien avec un constitutionnaliste qui m'a rappelé qu'il existait cette loi de 2004 qui accordait un moratoire de 3 mois. Dépasser ces 3 mois. On reconduit. Il n'y en a pas. C'est passé, c'est tombé caduc. Mais le problème est là. Il demeure. Plusieurs fois, il refait surface. Mais évidemment, il faut qu'on trouve une bonne solution, une bonne fois pour toutes. Je précise que, pour ce qui est de Samy Badibanga, son poste n'est pas un jeu. Il suffit qu'il fasse une déclaration, il sera investi, lui et son gouvernement, sans problème. Moi, je à sa nationalité. Je voudrais, non, s'il vous plaît, Paulette, je voudrais d'abord dire une chose. Effectivement, le moratoire est tombé caduc. Mais en 2007, lorsque la question est examinée à l'Assemblée nationale sous Caméré, il y a eu un compromis politique, même s'il n'y a pas eu de loi, pour traduire le moratoire en une loi. Mais il y a eu un compromis politique pour qu'on fasse taire la question. Et c'est ce compromis-là qui a permis à toutes ces personnalités à la double nationalité de travailler. Il faut énoncer les compromis. Tu ne dis pas que dans ces compromis, on leur a donné le temps de faire le choix. Tu ne parles pas de ça. C'est ce que le compromis a dit. Il fallait qu'ils fassent le choix. 3 mois pour qu'ils puissent faire le choix. Bon, il me semble que je n'ai pas la durée exacte de la période qui leur a été donnée, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un compromis. Alors, ce compromis, ils puissent faire le choix. Ce compromis existe, il a existé à l'époque. Mais je pense que la question n'est pas de se référer beaucoup plus par rapport aux faits, mais les contextes dans lesquels cette question est abordée. Nous devons aussi examiner les contextes. Quel contexte? C'est la nomination de la nomination du Premier ministre, cette nomination qui a fait beaucoup de jaloux. Pourquoi vous revenez aux jaloux? Je ne comprends pas. C'est très important cette question. Je vous en prie, très important. On est de journalistes. Je reviens au fait. Dadjou l'a dit, il y a eu un document qui prouve que Samy Badibanga serait belge. Je n'en ai pas, parce que je ne peux pas confirmer. Serait belge. Il faut qu'on puisse avoir un autre document qui me prouverait le contraire. Exactement. Je pense que s'il est belge, il aurait peut-être renoncé à cette nationalité. On est tous dans le... On attend simplement le document pour cette renonciation. Mais ce que moi je dis, la question est très importante, il faut l'examiner à fond. Peut-être arriver à ouvrir la nationalité congolaise. Mais vous avez posé une question à Jean-Pierre par rapport à ceux qui sont au pays, qui se sentiraient menacés par les binationaux. J'ai dit non. Pourquoi être menacés par les binationaux? D'abord, lorsque ces binationaux ont des familles ici, ils ont des familles. Si vous allez à Western Union, ils vont vous donner les statistiques. Comment ces binationaux envoient de l'argent ici? Ils nourrissent les familles qui sont ici. Alors, pourquoi seulement lorsqu'ils reviendraient pour travailler ici, ils sont les malvenus, mal accueillis, parce qu'ils viennent combattre ou bien menacer les intérêts de ceux qui sont au pays, pendant qu'ils sont en train de nourrir également les familles qui sont restées. Donc, je pense que c'est un faux débat. La légifération de cette loi, pourquoi ça fait peur et pourquoi ça traîne? Puisque tout le monde est d'accord, les intellectuels, les élitistes, que cette nationalité exclusive est caduque. Mais pourquoi en RDC ça bloque? Quels sont les paramètres qui ne parviennent pas, que nous ne parvenons pas à déboulonner pour que cette notion de binationalité que nous vivons déjà puisse... Parce qu'on n'a jamais eu le temps d'examiner la question. Depuis le moratoire, la question n'a jamais été remise sur la table des députés pour être examinée. Ça, c'est un. Et puis, je suis d'accord avec les amis quand ils disent que les nationaux n'ont pas à avoir peur de cette loi par rapport à leurs frères qui sont à l'extérieur. Ça, c'est vrai, ils ne peuvent pas avoir peur. Mais il revient à l'État
de protéger tous les citoyens congolais. Lorsque vous allez dans les entreprises, aujourd'hui, il y a des faits qui le prouvent. Hein? Les faits prouvent que tous les binationaux, les Congolais de l'étranger viennent rafler des postes par rapport aux jeunes qui terminent dans les universités ici. C'est prouvé. Tout le monde le sait, même si on ne veut pas le dire. Alors, il ne faut pas que on commence à avoir l'impression que eux viennent avec plus d'intelligence par rapport et plus d'avantages par rapport à ceux qui sont restés au pays. C'est juste ça qui va, peut-être aujourd'hui ça ne peut pas créer un problème, mais quand ces binationaux vont commencer à revenir avec leurs enfants et avec ceux qui sont pas, ceux qui vont rester au pays vont commencer à constater cette histoire. Avec les temps, ça va créer des tensions. Aujourd'hui, il n'y a pas de tensions, mais ça va créer des tensions. Et cette loi doit être légiférée. On doit le faire, on ne doit pas avoir honte de le faire. Un Congolais ne doit pas avoir honte parce qu'il a acquis une autre nationalité par rapport à une situation donnée. Il ne peut pas avoir honte. Mais l'effet de le faire en catimini, de le faire, de mettre les gens devant un fait accompli, sans pour autant abroger la loi qui existait, c'est ça qui choque. Parce que si aujourd'hui, on se rappelle, dans cette législature, lorsqu'il a fallu mettre M. Mwando Simba, président ou vice-président, on lui a demandé de renoncer. Il a renoncé à sa nationalité belge. Il a renoncé et après avoir renoncé, il a présenté sa candidature. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il est déjà nommé. Et vous dites que non, il va maintenant présenter sa candidature. Là déjà, on est dans une double faute. On l'a nommé en tant que Belge, et en tant que Belge, il renonce. Là, ce n'est même plus, ça ne sera plus... On sera peut-être surpris de voir un document qui date d'avant la nomination. Non, ça ne sera pas aussi... Ce n'est pas bon aussi pour M. Badibangui, pour sa personnalité à lui, de renoncer. Maintenant qu'il est nommé Premier ministre, on dira qu'il a fait parce qu'il veut être Premier ministre. Il devait le faire depuis longtemps. Et même, honnêtement, en tant que citoyen congolais, en lisant la loi, vous-même, ne parlons pas des services de sécurité, ne parlons pas de la CENI. Vous-même, en tant que citoyen congolais, dans votre propre intégrité, vous venez vous présenter en tant que candidat. Et vous savez qu'il y a une loi qui vous l'interdit parce que vous avez changé de nationalité. Vous présentez quand même votre, vous voulez assez qu'on puisse vous dire non, il est sûr de sa nationalité. Non, voilà, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle que vous êtes en train d'encourager ici. Il ne faut pas parler d'autres personnes en disant que non, c'est parce que les autres lui donnent des coups. En politique, c'est tout à fait normal. Nous avons vu Trump, il a donné des coups, il a presque déshabillé Hillary. Mais les jours qu'il a eu le pouvoir, il a changé les discours. C'est tout à fait normal que les opposants donnent des coups à ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Alors, il faut bien arranger son coup pour le lui remettre. Et non lui dire non, parce que toi, pourquoi vous dites que moi j'ai volé, alors que l'autre avait volé avant moi, vous ne lui avez rien fait. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est en train de justifier un mensonge. Il y a un mensonge qui est là, il y a une faute qui a été commise, qui doit être réparée. En tout cas, je crois que la prochaine législature, en tout cas, on doit mettre ce débat de la binationalité sur la table pour qu'on essaye vraiment de lever toutes les zones d'ombre, parce que ça crée vraiment de polémiques, ça crée des tensions, ça crée des coups vraiment en bas de la ceinture, et ce n'est pas du tout bon pour le pays. On doit être clair, comme aux États-Unis, on le sait, personne ne peut être, en tout cas, président aux États-Unis s'il n'est pas né aux États-unis. Ils ont mis des garde-fous. Il ne peut pas être vice-président, même secrétaire d'État. Si vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous pouvez être gouverneur, vous pouvez être sénateur. Tous les postes sont là, à part le président de la République, la vice-présidence et secrétaire d'État. Nous prenons le deuxième sujet, c'est la formation du gouvernement, Jean-Pierre Kayembe. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a deux catégories de gens qui se font un peu d'argent. Ce sont les pasteurs et les féticheurs aujourd'hui. En tout cas, ils sont bien achalandés aujourd'hui avec ces gens. Comment pour vous doit être ce gouvernement, Jean-Pierre Kayembe? Est-ce que doit-on élaguer, on l'a suivi sur le net, c'était même un sondage, ne doit-on pas remettre dans ce gouvernement ceux qui ont participé au gouvernement Matata parce qu'ils ont dit que ça a échoué? Doit-on mettre de nouvelles têtes, vraiment des nouvelles têtes dans ce gouvernement? Bon, je sais que le choix des animateurs de ce gouvernement... C'est aussi à la discrétion du chef de l'État? Non, évidemment, ça dépend des composantes.
la composante société civile, composante majorité présidentielle, composante opposition. Les composantes qui vont présenter des candidats, il leur reviendra au groupe restreint qui a été mis en place de sélectionner ceux qui présentent le profil le plus sûr par rapport aux postes qui sont vacants. Bon, mais par rapport à la taille de cet exécutif. Une cinquantaine de bombes comme le propose Bitakwira. Je ne voudrais pas qu'on crée ou qu'on ait un gouvernement éléphantesque dans l'objectif de satisfaire les appétits gloutons de tout le monde. Parce qu'on ne peut pas y arriver. Déjà que on est dans une situation de morosité économique, les institutions qui doivent revoir leur train de vie, on ne peut pas en même temps décrire cette situation difficile et en ajouter des problèmes. Je ne sais pas si un gouvernement de 60 ministres ou 80, je ne vois pas ce qu'il ferait qu'une équipe d'une trentaine de personnes ne ferait pas. En revanche, je propose que l'on privilégie la méritocratie. Parce qu'on en connaît de ces ministres qui ont été nommés à des postes totalement en contradiction, incompatibles. D'abord avec leur propre passé, leur moralité et puis leur formation académique. C'est un gouvernement qui a beaucoup de défis. Je sais que Samy n'a pas les mains libres, il ne choisira pas seul. Que toutes les régies financières sont verrouillées, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il n'aura vraiment pas accès à la caisse. On lui a déjà mis des bâtons dans le roue avant même qu'il ne commence son travail. Bon, j'ai appris comme tout le monde ces nominations au niveau de régies financières et des remises et reprises qui ont eu lieu entre-temps. Même si je comprends que ça ne pouvait pas se passer ainsi, Matata qui essaie à tout prix d'avoir la même mise sur le secteur économique, j'ai même appris qu'il est pressenti à la BCC où il n'est pas les bienvenus. Je discute avec des agents qui pensent que la cravate rouge n'est pas la bienvenue de ces côtés-là. Mais dans tous les cas, moi je crois que ça ne sert à rien de grossir cette équipe, d'accorder autant d'avantages à ces gens au moment où on a besoin de canaliser des recettes. D'ailleurs, quelqu'un disait lors du dialogue qu'on va désaffecter certaines recettes allouées aux travaux ou aux projets de développement pour les orienter vers le financement des élections. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde s'est dit ministrable, chacun fait du bruit, les déclarations de soutien qui fusent, qui tombent à tout moment. Mais il faut, à un moment donné, être pragmatique, sélectionner des gens qui peuvent effectivement être au service de l'État et non des gens qui viendront s'enrichir, parce que j'apprends déjà... On a ouï dire, nous sommes des journalistes d'investigation, nous posons des questions, nous voulons savoir. On a ouï dire que M. Samy Badibanga est, permettez l'expression, un peu trop manipulable, qu'on va lui imposer des ministres parce qu'il ne parle pas tellement, il n'a pas un aura comme Vital Kamerhe. En tout cas, permettez, nous discutons franchement que, en tout cas, ce gouvernement, c'est déjà un coupe-gorge, c'est déjà l'échec avant que ça ne commence, les régies financières, il n'aura pas accès, tout ça, on va l'imposer des gens et tout, et tout, et tout. Est-ce que pour vous, Samy Badibanga a vraiment la chance de mener ce gouvernement? Et comment doit être le format de ce gouvernement? Non, il me semble que quand on aborde cette question, on oublie ce qui s'est passé il y a quelques jours, lorsqu'on parle de Vital Kamerhe, qui parle beaucoup, ainsi de suite, mais lui qui a beaucoup parlé, qui brandit son pas politique, il n'a pas su empêcher les événements des 19 et 20 septembre dernier. Aujourd'hui, il est en train de faire pratiquement un chantage à Joseph Kabila, en revendiquant la vice-primature, ainsi de suite. Je pense que ce sont des faux débats. Par rapport à Samy Badibanga, il est vrai qu'il a une douceur, que tout le monde a remarqué, une douceur indéniable. Il parle assez... un peu, il faut qu'on se méfie des apparences, comme on dit, de l'eau qui dort. Justement, mais en politique, il faut aussi se méfier de l'eau douce. Voilà. Parce que cette eau-là est dangereuse. Et je pense que Samy Badibanga peut surprendre beaucoup de gens. Mais par rapport à la taille du gouvernement, je pense, à mon avis, qu'il faut qu'on garde seulement la taille actuelle. Parce que cette taille... Vous savez, quand on répond à cette question... Il y en avait combien chez Matata, d'ailleurs? Une trentaine, une trentaine. Une trentaine. On peut garder la taille actuelle. Donc avec les mêmes personnes, c'est ça la question d'ailleurs. Non, pas les... Doit-on changer toute l'équipe ou reprendre quelques têtes? Parce qu'on dit que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent à chaque gouvernement. Non, la question n'est pas à ce niveau. Est-ce qu'il faut les mêmes personnes, ainsi de suite? Pour répondre à toutes ces deux questions, il faut d'abord se référer aux missions qui ont été assignées à ce gouvernement. Les élections, c'est l'organisation. À mon avis, il aurait fallu peut-être que le chef de l'État donne une seule mission
une seule mission à ce gouvernement, la préparation des élections. Bien entendu, les sociales des Congolais seraient une mission tacite. C'est une mission tacite, mais lorsqu'on le met en valeur, je me rappelle aussi qu'en 2010, sous Mozito, il y avait toute une année du social qui a été décrétée. En 2010, sous Mozito. En 2006 aussi. 2010. D'abord, c'est Mozito qui était Premier ministre, le chef de l'État avait dit que c'est l'année du social, mais ce social-là n'a pas été au rendez-vous à cette époque. Et aujourd'hui, revenir, donner cette mission de plus à Badi Banga alors que le budget est revu à la baisse, ainsi de suite, ça c'est une mission de plus pour rien. Il fallait qu'on parte seulement de l'organisation. Et par rapport à l'organisation, on regarde les 3 composantes qui ont été au dialogue. Et à mon avis, vous savez, la participation au dialogue était équitable entre la majorité et l'opposition. On peut faire la même chose parce qu'il s'agit de cette question des élections qui va nous conduire. Le gouvernement va nous conduire aux élections en 2018. Une année, 4 mois pratiquement. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut qu'on garde seulement la taille. De ce gouvernement. Et puis par rapport aux animateurs eux-mêmes, on prend ceux qui sont ministrables, ceux qui peuvent permettre au Premier ministre actuel d'aller jusqu'au bout de sa mission, réussir l'organisation des élections, c'est ça le plus important. On n'est pas là pour se partager des gâteaux, chefs des partis politiques, ainsi de suite. J'ai appris effectivement que déjà il y a déjà une bataille tout autour parce que la majorité aurait souhaité garder les ministères stratégiques, les ministères de souveraineté bien entendu. Et là, Sani Badi Banga, comment il va réagir? J'ai appris qu'il a été reçu ce mardi par le chef de l'État. Je pense qu'on est bien parti pour la formation de l'équipe gouvernementale, mais il faudra aussi qu'il y ait une soit mutuelle. Par rapport à ce gouvernement, la mission assignée, on le sait, c'est l'organisation des élections et les sociales du Congolais qu'on ne doit pas oublier. Mais j'y reviens parce que nous parlons de cette population qui se pose des questions parce qu'on gouverne pour la population. Ils se disent qu'il faut des nouvelles têtes, il faut que ce gouvernement soit vraiment un format réduit parce qu'il n'y a que 2 missions assignées et puis après tout, il n'y a qu'une année et demie de gestion du pays, donc il ne faut pas en faire un peu trop, mais avec la bataille que l'on sent ces derniers jours, tout le monde qui veut être là, Bitakura qui veut qu'il y ait 50 ministères, que toutes les provinces soient représentées, que toutes les plateformes soient représentées. Comment va travailler M. Badibanga avec ce climat ici? Ce qui est sûr, nouvelle tête ou ancienne tête, ce qui compte maintenant, c'est la réussite des missions assignées à ces gouvernements. C'est-à-dire déjà dans les dialogues qu'ils ont dit qu'ils ont échoué et les élections. Le gouvernement a échoué. Qu'ils échouent ou pas. On a changé à cause de ça parce qu'ils échouent ou pas, c'est que nous allons voir et la population va voir maintenant, cherche et attend maintenant de ces gouvernements, c'est la réussite de ces 2 missions qui lui sont assignées. Bon, maintenant, quant à ce qui vont être dans les gouvernements, que ce soit des chefs, mais c'est déjà connu. Ce sont les partis qui ont participé au dialogue. Et la société civile, la société civile, les partis de l'opposition et les partis au pouvoir. C'est eux qui vont se partager le gâteau. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un gâteau qu'ils sont en train de se partager. Ils sont allés là-bas pour parler de l'organisation des élections, mais ils sont sortis avec d'autre chose qui est le partage de postes gouvernementaux. Donc, ils vont se partager leur gâteau. Ils vont se partager en fonction de toutes les personnes qui ont été là-bas. Est-ce que ça sera le chef de parti politique? Ça a toujours été comme ça depuis 2010. À chaque fois, ce sont les partis politiques qui choisissent les personnes à envoyer au gouvernement. C'est soit les chefs de parti qui n'ont même pas de compétences. Mais on n'a jamais regardé ça. Parce que si on pouvait donner le pouvoir au président de la République, par exemple, de choisir lui-même sans tenir compte des portions des partis politiques minoritaires, majoritaires et tout machin, société civile. Si on pouvait laisser le président libre de choisir lui-même sans pour autant cette imposition des forces politiques du pays, peut-être qu'on peut avoir à chaque fois d'autres personnes. Mais maintenant, il ne le peut pas. Il doit tout à la majorité qui est au pouvoir et à ceux qui les combattent, à l'opposition et à la société civile. Il est obligé. Et à chaque fois, il demande. Il y a des gens qui se posent la question. À chaque fois, il demande. Quand il demande, on lui propose. Même si on lui propose trois personnes dans ce choix-là. Mais c'est déjà une proposition qu'on a fait. Pourquoi on ne peut pas le laisser lui-même choisir et dire que je prends
Pour la télévision à venir, je vais KMB. Pour Raga, je vais tel. Pour Congo Web, je prends tel. Pourquoi? Parce qu'il y a ces forces-là qui tirent les ficelles. Ce fonction de ministre, on se pose la question, je vois que ce sera le dernier tour de table, on n'a plus tellement de minutes. Y a-t-il un profil? Il y a des gens qui se posent, qui doit être ministre? Quelle étude doit-on faire pour être ministre dans ce pays? Il faut militer seulement dans un parti politique. Comment devenir ministre dans un pays? Aujourd'hui, il faut seulement militer dans un parti politique ou être un porte-parole d'un parti politique, un communicateur en train de parler, de louer les louanges, de faire et tout, un propagandiste, et vous aurez, il n'y a plus d'autres critères. Vous pouvez parler, il n'y a plus. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ce sont les propagandistes des partis politiques, du parti au pouvoir, de la majorité, je ne sais pas moi, de l'opposition, ou soit vous mettez à insulter Matata n'était pas actif au PPRD quand il avait été nommé au ministère des Finances. Je crois qu'à un moment donné, il y a la méritocratie qui compte. Le chef a son quota. Le chef, ce n'est pas seulement en parlant. Il y a des gens qui participent à toutes les activités qui financent. Les mains noires qui financent. C'est ce que lui, il faisait. Dans tous les cas, dans ce parti politique, vous avez des compatriotes compétents. Compétents que peuvent être nommés à des postes de responsabilité. Parce que c'est pas pour rien que l'on crée un parti politique, c'est évidemment pour gérer. On doit choisir que dans les partis politiques. Malheureusement, c'est ça ce qui avait été dit, ce que dit l'accord politique. Des ministres qui viendront de la composante opposition, de la composante majorité, de la composante société civile ayant participé au dialogue. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc un parti politique ne deviendra jamais ministre. Étant journaliste, il est de la société civile, encore que la société civile à laquelle il appartient ait participé au dialogue, mais pour l'instant, s'il n'a pas participé, il est improbable qu'il soit nommé. La méritocratie n'est pas le premier critère. Mais vous n'allez pas dire que dans ces sociétés civiles, il n'y a pas des gens qui méritent, il n'y a pas des gens compétents. C'est la preuve. On n'a pas encore des gens compétents, on continue à changer. Si on avait des gens compétents, on n'allait pas commencer continuellement à entrer dans accords politiques, concertation politique et tout machin. On y rentre parce que jusque-là, on est encore dans cette parole du chef de l'État qui recherche 15 personnes. Non, dire qu'on a des incompétents, dire qu'on a des incompétents, ça c'est en fond. Mais vous dites qu'il n'y a pas des gens compétents. On ne dit pas que ce sont des incompétents. On dit que jusque-là, on n'est pas encore arrivé à trouver les personnes qu'il faut. Des gens qui ont fait face à des défis conjoncturels. Vous comprenez? Les gens qui ont rencontré des situations improvisées. La population continue à souffrir. Les social n'est pas... Depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à répondre à la question du social de la population. Vous ne pouvez pas continuer à dire que les gens qui sont là sont les gens qu'il faut. Mais entre-temps, dans bien des secteurs, les choses évoluent. Il faut reconnaître que ce n'est pas par un coup de baguette magique que les choses changent. Ça doit être un processus qui peut prendre du temps. Pourquoi pas une décennie? Combien de temps? Le constat est amer pour la RDC. Lorsque on nomme des ministres, ce n'est pas sur base des critères de compétence. Malheureusement, c'est sur base des critères d'appartenance à des partis politiques. Nous les voyons au travers des différentes nominations, que ce soit dans la régie financière. Il faut avoir été dans un parti, crier, louer quelqu'un pour être récompensé avec un poste. C'est la triste réalité. Même dans les entreprises. Là, on ne peut pas se voiler la face. Les problèmes, les souhaits ici, la compétence, Jean-Pierre, ne veut pas dire parler français. La compétence ne veut pas dire avoir une cravate, elle peut être rouge, n'importe quelle couleur, je ne sais pas. Des diplômes et puis avoir des diplômes universitaires. Non, ce n'est pas ça la compétence. Aux États-Unis, par exemple, pour devenir ministre, c'est autre chose. Il y a même des gens qui sont soumis à un baptême de feu à l'Assemblée nationale. On leur pose des questions avant de devenir ministre. Donc, dès que vous défendez devant une représentation nationale, là, vous devenez ministrable. Mais ce n'est pas la question ici chez nous. Ici, chez nous, il faut aller dans un parti politique. Mais ici, il faut peut-être dire tout simplement, comme ce qu'a dit Daguidul, on se partage les gâteaux. Est-ce que vous avez été au dialogue? Non, vous ne venez pas. Vous avez été au dialogue? Oui, on vous prend. Et aussi avoir aussi de l'influence vis-à-vis des décideurs. Est-ce que les jeunes vont se retrouver dans ce nouveau... Le chef de l'État a parlé des jeunes. Le chef de l'État a parlé des jeunes dernièrement.
je suppose que les chefs des partis ont écouté le chef de l'État, les souhaits du chef de l'État de valoriser un peu les jeunes. Malheureusement, jusque-là, par rapport à l'expérience vécue à RDC, c'est triste, il n'y a pas ça. Et la configuration fera que ceux qui sont là, les vieux qui sont là ne laisseront pas encore la place aux jeunes. Parce que la configuration qui est partie là-bas a eu juste une petite portion des jeunes qui ne sont même pas membres de partis politiques. Et si c'est la société civile qui doit les présenter, il y a déjà des caciques de la société civile qui ne laisseront pas la place aux jeunes. Mais le problème, ce sont ces caciques qui semblent militer. Hein. Vous savez, quand les caciques, les partis politiques, au pays, la triste réalité, c'est que ces partis fonctionnent pour la plupart avec les fonds, la poche des présidents, ainsi de suite. Comment le président qui a dépensé son argent mettrait un jeune qui n'a rien fait. Il ne mettra même pas quelqu'un d'autre qui ne peut pas renflouer ses poches à lui faire récupérer tout ce qu'il a dépensé pour les partis. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une émission intéressante. Merci vraiment aux intelligences et aux lumières de mon pays. Évidemment, nous ne sommes que journalistes, donc de la société civile. Peut-être qu'on jettera un coup d'œil. Peut-être d'ici là, ce sera Daguidul, ministre, Ambroise Mamba, ministre, Jean-Pierre Kayembe. Donc voilà, donc... Mais je n'ai pas envoyé mon CV, malheureusement. Moi aussi, je n'ai pas envoyé. Mais personne ne m'a appelé pour nous donner le CV. On espère qu'on peut nous demander des CV. Voilà, je ne sais pas à qui. Bon, maintenant, on sait à qui envoyer les CV. Donc, on l'envoyera tous sur nos CV à Sami Badibanga et nous lui souhaitons en tout cas un bon travail parce que être Premier ministre en République démocratique du Congo dans cette période de crise, en tout cas, bon courage. Malgré les pics du G7, voilà, je sais que ça va aller. Je vous en prie, on se retrouvera le mercredi prochain, en tout cas avec le même plaisir pour débattre d'autres temps forts de l'actualité. Au revoir.